Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon code noir, c'est rien, c'est rien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Où est l'argent, Philippe Spanghero? Moins d'argent, semble-t-il, à venir pour les clubs de top 14. En tout cas, dans la masse salariale, c'est ce qui a été voté à Clermont cette semaine. Oui, bon, on s'y attendait. Il y avait déjà des annonces qui avaient été faites il y a quelques mois pour réguler cette masse salariale et revenir tranquillement à un salary cap autour de 10 millions d'euros pour arriver à 10 millions d'euros à la fin de la saison 2024-2025. Donc, cette réunion n'a fait que confirmer la tendance et la volonté des présidents de clubs de réguler un peu l'économie du rugby à travers la rémunération des joueurs. Et est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle pour le rugby français ? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je le dis souvent, on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate par quelque chose d'un peu incongru, c'est-à-dire qu'on s'est fait la guerre sur notre propre marché, notre propre territoire, entre présidents de clubs qui ont fait un peu la course à l'armement, qui avaient de gros moyens, qui voulaient avoir des résultats à très court terme, parce que dans une économie normale, on se bat avec les autres pays, avec une économie mondialisée. Dans le rugby, c'est vrai qu'on a été sur un modèle un peu équivalent en termes d'économie avec les Anglais au début des années 2000, mais les Anglais ont fait marche arrière ou au moins ont mis un coup d'arrêt à leur inflation à partir de 2005-2006, et nous on a continué. Finalement on a été le seul pays du monde à proposer de telles rémunérations. C'est pour ça qu'on a vu arriver toutes les stars de l'hémisphère sud dans notre championnat depuis cette période-là. Et donc aujourd'hui, on peut se permettre de réguler un peu cette masse salariale, puisque les autres marchés ne sont toujours pas sur la même échelle que nous et ne viendront pas concurrencer notre économie. Oui, alors donc une baisse de la masse salariale. Voilà ce qui est entériné par les présidents de clubs du top 14. On évoquait l'Angleterre, mais ce qu'il n'y a pas du côté anglais, ce qu'il y a du côté anglais, c'est ce marquee player. Et pour le moment, c'est une option qui n'est pas choisie en top 14. Mais c'est pas surprenant. Aujourd'hui, le salary cap est fixé à 11,3 millions, avec une enveloppe de 200 000 euros par joueur international pour les clubs qui sont de gros pourvoyeurs d'internationaux. Par exemple, aujourd'hui, un club comme le Stade Toulousain a presque 13 millions d'euros de masse salariale autorisée, quand à côté de ça, en Angleterre, la masse salariale est régulée autour de 8 millions d'euros en fonction du cours de la livre, mais à peu près en équivalence, c'est 8 millions d'euros. Donc vous voyez l'écart énorme qui existe entre nos deux championnats, et l'Angleterre est le deuxième plus gros championnat du monde derrière le nôtre en termes d'économie. Donc on peut comprendre qu'eux aient besoin de la règle du marquee player pour se laisser l'opportunité d'avoir un joueur vedette payé très cher et qui n'impacte pas le salary cap. Mais dans notre modèle à nous, c'était moins cohérent. Ouais, effectivement, moins cohérent. Est-ce que c'est une perte d'ambition du top 14, Philippe ? Je ne crois pas. Encore une fois, tout est question de oui, mais on parle toujours de meilleur championnat du monde, de cette idée-là de voir des stars. Est-ce qu'on peut imaginer de voir moins de stars à l'avenir dans le top 14 ? On en verra peut-être un peu moins, peut-être qu'il y en aura un peu plus en Angleterre, mais on en verra toujours beaucoup. Parce que comme je le répète encore une fois, on restera en termes de rémunération a priori un des championnats les plus attractifs. Après, les équipes du Sud arriveront à garder quelques-unes de leurs stars parce qu'ils ont un modèle très différent et les joueurs sont salariés en partie de la fédération. Donc ils arrivent par ce biais-là à garder quelques stars au pays, mais c'est rare. La plupart des stars de l'hémisphère sud rejoindront surtout celles qui sont plutôt en fin de carrière et qui n'ont plus beaucoup d'attentes en termes de sélection. Mais on continuera toujours à avoir de grandes stars dans notre championnat, puisque encore une fois, je le disais, quand on se compare au championnat anglais, qui est le deuxième plus fort au monde, on occulte le Japon parce que le modèle de leur championnat est très différent. Quand même. Ouais. C'est très à part. Alors ça rivalise en termes de rémunération, c'est une chose, mais les joueurs qui vont là-bas, ils vont faire une pige maximum. C'est pas des joueurs qui s'inscrivent dans la durée dans un projet de club et un projet de carrière. Donc en occultant le Japon, la France et l'Angleterre restent les plus gros championnats du monde, et encore une fois, je le disais, malgré la règle du marquee player,
en revenant à une économie un peu plus régulée et 10 millions d'euros de masse salariale en 2024-2025. On va voir comment les Anglais vont évoluer, mais on sera toujours assez largement au-dessus de la règle du salary cap qui existe en Angleterre. Est-ce que tu vois une perte d'ambition, toi, Julien Thomas? Comment tu accueilles cette nouvelle qu'on va avoir une masse salariale baissée? Et puis, il faudrait peut-être un jour la faire respecter aussi, au passage. Oui, voilà, c'est la faire respecter, pas de la détourner surtout. Donc, c'est une première chose. Et puis surtout, je pense que c'est surtout les présidents qui ont voté. Donc, c'est qu'ils en sont conscients et qu'ils le veulent. Mais après, on peut avoir un championnat très attractif. On peut gagner des titres. Quand je vois Castres, quand ils ont gagné, bien sûr, le Brennus, mais c'était pas forcément avec une pléiade d'internationaux et de joueurs à coups de millions. Donc, oui, il y a la possibilité d'être très, très en vue et gagner le championnat sans avoir tout ça. Parce que le rugby demande, quand je parle plutôt sportivement de mon côté, un vestiaire uni, un vestiaire solide, et tu peux aller chercher de belles choses. Maintenant, si on veut aussi médiatiquement performer, c'est sûr qu'il faut avoir bien sûr l'économie. Est-ce que le salary cap en fait partie? Je ne sais pas, ça c'est Philippe bien sûr avec le côté financier qui nous en parlera mieux que moi, mais moi je parle surtout sur le côté sportif, qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir de grandes stars pour gagner un Brennus. Et dernière question, Philippe Spanghero. Donc là, on sort de ce sujet baisse de la masse salariale. Il y a donc eu ce départ de Franck Azema, enfin cette signature de Franck Azema à Toulon, qui a énervé quand même passablement l'ASM, qui juge qu'il est encore en sous-contrat avec le club auvergnat. Il y avait eu un peu le même son de cloche pour Bernard Gouta, qui était pressenti à Agen. Finalement, toujours aussi son contrat, même s'il n'a plus de fonction directe à l'ASM. On n'avait jamais vu Clermont avoir ce raisonnement-là, entre guillemets, cette dureté-là dans les affaires. Comment tu juges la communication de l'ASM Clermont-Auvergne sur ces deux dossiers-là, Bernard Gouta et surtout Franck Azema, à qui on a empêché de signer à Montpellier et à qui semble-t-il, on a envie d'empêcher de coacher le RCT? Alors c'est très délicat et je me suis étonné hier sur les réseaux sociaux de la communication du club parce que Clermont, dans mon esprit, c'est un club qui ressemble au Stade Toulousain, à Castres. C'est un club qui fait pas de vagues, qui arrive à toujours bien traiter les gens qui ont été importants dans l'histoire du club. Pour moi, il y a deux débats. Il y a un premier débat autour de la loyauté potentielle de Franck Azema qui me pose question parce que après 11 ans de bons et loyaux services toute l'énergie, je pense, et l'honnêteté, l'intégrité qu'il a mis dans son rôle à l'ASM et qu'on ne peut pas lui reprocher, tout de suite comme ça, dire aujourd'hui il a voulu escroquer l'ASM, ça me paraît peut-être un peu rapide comme raccourci. Parce que pour moi, l'histoire entre Franck Azema et l'ASM, elle était consumée une saison avant. On avait vu pas mal de rumeurs parlant du départ d'Azema, notamment pour la sélection fidjienne. On sentait une fin de cycle du côté de l'ASM. Et de toute façon, si Franck Azema était en bout de course et demandait à rompre son contrat, c'était aussi bien pour moi, pour l'ASM, que pour Franck Azema. Parce Bien que sûr. quand quelqu'un est plus investi dans le projet, il ne faut pas le retenir contre son gré, surtout après autant encore une fois, de loyauté et de résultats. Parce que c'est un personnage qui a clairement fait grandir ce club de l'ASM. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point juridique. C'est très dur d'en parler parce qu'on ne connaît pas le dossier, mais je ne peux pas croire une seconde que Bernard Lemaître engage un entraîneur qui n'est pas libre de tout contrat. Donc pour moi, juridiquement, je ne vois pas trop le sujet, si ce n'est un sujet plus philosophique qu'on retrouve dans le communiqué de l'ASM d'hier, qui dit qu'ils veulent aller au bout de la démarche pour pas créer un précédent trop important. Mais c'est vrai sans être vrai, parce que, ok, pour les entraîneurs, on est moins habitué à ça, mais pour les joueurs, des joueurs en contrat avec leur club, mais avec un désaccord avec le staff sportif et des joueurs qui ne répondaient pas aux exigences, etc., et tomber d'accord sur une séparation en cours de contrat, ça s'est vu et ça se verra encore. Et puis voilà, je trouve difficile de retenir les gens contre leur gré, ce
ce qui m'interpelle un peu, c'est la réaction des supporters clermontois qui sont assez virulents contre Franck Azema. Et ce que je disais juste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est important de se rappeler de l'histoire, de comment cette relation elle a évolué. Et je pense que quand on voit ce qu'a donné Franck Azema pour ce club, on peut au moins lui laisser le bénéfice du doute de dire que peut-être qu'au moment où il est allé rencontrer ses dirigeants pour arrêter son contrat, il souhaitait réellement arrêter et prendre un peu le temps de la réflexion. Après, 4 mois après, Montpellier arrive et lui propose un projet qui le remet sur les rails et qui lui donne envie. On ne peut pas lui reprocher d'écouter ce que propose Montpellier. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment lui reprocher de signer à Toulon. Il a peut-être dit ça au départ en toute bonne foi. Et combien il y a de managers sportifs qui sont en poste et qui discutent en étant en poste avec d'autres clubs pour d'autres projets, c'est pas choquant. Donc je suis surpris. Et je suis surtout surpris parce que c'est vrai que l'ASM nous a habitués à plus d'élégance ou au moins à laver son peut-être plus potentiel d'esprit sportif aussi, famille. se dire bon bah voilà. Julien, toi tu l'as vu comment ça, tu l'as perçu comment? Non, mais Franck Azema, c'est vrai que c'est un homme de terrain, donc forcément, on se doutait que chez les diffuseurs Canal+, il n'allait pas y rester longtemps et que c'était pas son objectif. Toulon est une institution, est un grand club et forcément, avec les titres qu'ils ont, l'opportunité s'est présentée, il voulait y aller. Maintenant, c'est ce que je rejoins Philippe, c'est que l'ASM, on les a vus plus, on va dire, tranquilles médiatiquement, on les a vus gérer leurs petits problèmes en interne plutôt que médiatiquement. Et c'est vrai que c'est une déclaration qui est surprenante de ce club qui a été plutôt dans l'ombre quand il y avait on va dire, des tourmentes. Et là, de sortir ça a été un peu négatif pour ce club au niveau de l'image. Maintenant, il est vrai qu'on ne connaît pas forcément le dossier de bout en bout, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être Franck Azema demande des indemnités à Clermont, donc là, ça les a plutôt choqués, ou alors ils veulent riposter, ou alors il était libre par un contrat, mais il faut savoir les aboutissants, parce que ça, on ne le sait pas. Mais sportivement, je pense qu'il vaut mieux laisser à des mecs comme ça l'opportunité d'aller travailler et être sur le terrain, parce que c'est des hommes de terrain. Ouais, des hommes de terrain, et il ne sera pas au bord du terrain demain, mais en tribune pour assister à ce match face à Biarritz. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Voilà la chronique de Philippe que vous retrouvez tous les vendredis soirs à 21h30 et qui sera évidemment disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux de Sud Radio, mais ça vous en avez l'habitude. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. On a plus de 400 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, on vous y encourage. Ouais, abonnez-vous vraiment. Et puis